Bienvenue à toi, Philippe, et puis merci d'accepter de faire ce séminaire à l'initiative du Haut Conseil breton pour le climat sur les puits et sources de carbone des écosystèmes terrestres en France. Donc, tu es chercheur au laboratoire des sciences du climat et de l'environnement, au LSCE, et membre de l'Académie des sciences, j'ai vu ça. Et donc, tu es physicien du climat, spécialiste du cycle du carbone. Tu as joué un rôle moteur dans plein de grands projets internationaux pour surveiller les gaz à effet de serre, pour faire le bilan carbone dans le cadre du Global Carbon Project, etc. Et donc, ben, merci à toi de nous faire ce séminaire. Et puis, voilà, la scène est à toi. Tu peux partager ton écran. Oh, merci de votre invitation. En fait, je ne veux pas trop parler de la France, hein, parce que bon, je ne travaille pas exactement là-dessus, mais j'aurais peut-être une planche, mais peut-être plus vous présenter ce qui fait la perturbation par l'activité humaine du cycle global du carbone, d'accord? Parce que finalement, l'augmentation du CO2, c'est un problème global. Je sais pas, vous voyez mes planches là? Pas en mode présentation. Voilà. Et donc, on est un petit pays, évidemment, on émet du CO2 lié aux énergies fossiles, on absorbe un peu de CO2 dans nos forêts, mais ce qui compte quand même pour le climat présent et futur, c'est quand même ce que fait le reste du monde, hein. Donc, voilà, le CO2, on sait tous qu'il augmente dans l'atmosphère, et malgré, je dirais, les accords climatiques, hein, Convention de Rio en 92, protocole de Kyoto en 97, où déjà hein, les pays, à la fois, à la fin, à l'époque, c'était seulement les pays industrialisés, s'étaient mis d'accord pour essayer de réduire leurs émissions, et puis ensuite, il y a eu Copenhague qui n'a pas très bien marché, et puis l'accord de Paris, en fait, malgré, je dirais, une prise de conscience, au moins dans certains pays, la concentration en CO2 augmente. La façon, je dirais, classique de présenter ça, c'est de dire, voilà, le CO2 dans l'atmosphère augmente depuis que Charles Keeling a fait des mesures très précises à l'observatoire de Mauna Loa à Hawaï. Et puis, avant, on a quand même l'augmentation qui est documentée par des mesures sur les carottes de glace. Et donc, cette augmentation, elle est liée aux activités humaines. Et puis, le CO2, c'est le principal agent, en quelque sorte, la principale cause du réchauffement climatique. Un petit peu le reste pour le méthane. Moi, en fait, j'ai pas trop envie de... Enfin, ça, c'est un rappel, hein. En fait, ce qu'on peut dire aussi quand on voit cette courbe-là, c'est que finalement, on a énormément de chance parce que, on connaît assez bien la quantité d'émissions qui est présentée un petit peu sur la droite liées à l'extraction du carbone fossile, hein, principalement, et puis un petit peu à la déforestation. Et si le CO2 était juste un gaz qui est produit, qui reste dans l'atmosphère, ben, on aurait en fait une vitesse d'augmentation deux fois plus grande que ce qui a été observé à Mauna Loa. Et donc, on aurait un réchauffement climatique de 3 degrés aujourd'hui au lieu de 1,5 degrés. Donc, les choses seraient bien pires. Et finalement, on a de la chance, et cette courbe montre qu'on a beaucoup de chance, parce que le fait que l'accroissement atmosphérique, ça représente à peu près en moyenne la moitié des entrées de carbone, des injections de carbone liées aux activités humaines, ça veut dire qu'on vit sur une planète en quelque sorte vivante qui a un cycle du carbone, et jusqu'à présent, le cycle du carbone a absorbé pratiquement la moitié de nos rejets. Donc, en quelque sorte, cycle du carbone naturel. L'absorption par les océans et par la végétation nous évite encore plus de catastrophes climatiques que ce qui nous est donné. Et alors, si vous demandez à un physicien de vous faire un modèle de ça, ben, il va dire, voilà, je prends les émissions, vous avez à droite, je les fit avec une exponentielle, ça marche assez bien, et puis j'écris une équation différentielle du premier ordre, j'écris que la dérivée de la concentration en fonction du temps est égale aux émissions moins un terme de rappel, K fois la concentration. Et je connais les émissions, je connais les concentrations, donc je fit la valeur de K, et ça veut dire que finalement, avec ça, j'ai une valeur magique qui est la constante de temps. L'inverse de K, c'est une constante de temps qui définit en fait le taux d'absorption naturel du cycle du carbone. Alors, un physicien, il fait ça, évidemment, ça marche, ça fit la courbe, mais le problème, c'est que si on regarde sur des échelles de temps un peu plus longues, ça ne marche pas très bien, parce qu'il n'y a pas un seul temps de résidence du CO2. En fait, il y a une cascade de temps de résidence. Si vous faites une expérience avec des modèles assez élaborés, vous émettez, je dirais, un pulse de CO2, vous émettez, je ne sais pas, 100 milliards de tonnes de CO2 dans l'atmosphère à T égale 0 en une année, puis ensuite vous arrêtez d'émettre.
Donc, vous voyez qu'au début, en fait, ça se passe bien, hein. Ouh là là, les 10 premières années, vous avez déjà enlevé le CO2 de 40%. Donc, vous dites, c'est tranquille, ça prend encore 30 ans, 40 ans, et puis on n'a plus de problème de changement climatique. Le problème, c'est qu'évidemment, après, la pente s'affaiblit. Et puis, au bout de 100 ans, il vous reste quand même, c'est un déchet, hein, il vous reste quand même 40% du CO2 initial, qui n'est pas très bien absorbé. Puis, si vous allongez un peu le temps, ben, au bout de 1000 ans, il vous en reste encore 20%. Et puis après, il vous faut 10 000 ou plus pour absorber tout le pic de CO2 que vous avez fait une année donnée. Pourquoi c'est ça? C'est parce que bah, si vous prenez par exemple la dissolution du CO2 dans l'océan, bah, typiquement, ça prend un mois pour saturer la couche de surface de l'océan, hein, pour mettre le CO2 en équilibre, loi de Henry, équilibre thermodynamique, avec les 100 premiers mètres de l'océan, ça prend pas beaucoup de temps. Après, il faut attendre que l'océan se mélange, et ça prend 100 ans, 1000 ans, quoi. Typiquement, pour les plantes et la végétation, c'est pareil, ça prend une saison pour prendre du carbone par des feuilles, mais pour le mettre dans le bois, le mettre dans la matière organique du sol, qui ont des temps de résidence beaucoup plus longs, évidemment, ça prend plus de temps. Et donc, voilà, malheureusement, le physicien ne peut pas décrire cette absorption avec un modèle qui contient un seul temps de résidence, ce qui nous oblige à avoir des modèles de carbone qui sont un peu plus sophistiqués. Bon, quand même, le big picture, c'est celui-là, hein, c'est que, on a un cycle du carbone qui est formé par des échanges entre l'atmosphère, qui contient pratiquement que du carbone sous forme de CO2, l'océan qui contient pratiquement que du carbone sous forme d'ion bicarbonate, HCO3-, hein, puisqu'il a un pH de 8, très peu de CO2 dissous et très peu de carbonate. Et la végétation et les sols qui contient du carbone sous forme de matière organique, hein. Donc des molécules appariées avec des liaisons covalentes carbone-carbone, carbone-azote, carbone-hydrogène. C'est un système dynamique, hein. Chaque année, par exemple, la photosynthèse nous prend 20% de la masse de CO2 de l'atmosphère, mais évidemment, la respiration, la décomposition du carbone organique par les microbes dans les sols nous renvoie à une quantité à peu près équivalente. Et ce système, ben, il est perturbé, c'est-à-dire que on prend du carbone qui n'avait rien à faire dedans, hein, carbone qui a été formé, je sais pas, il y a 60, 200 millions d'années, du charbon, du pétrole, des trucs comme ça, qui étaient enfouis dans l'écorce terrestre, donc qui étaient complètement externalisés du système atmosphère, végétation, océan. Et puis, en l'espace de rien du tout par rapport au temps de formation de ce carbone géologique, on l'utilise, hein, puisqu'on produit de l'énergie à partir des ressources fossiles, mais on rejette du CO2. Et donc, comme je le disais, on a de la chance puisque seulement une partie s'accumule dans l'atmosphère. C'est la mauvaise partie, hein, c'est celle qui crée du changement climatique. Mais il y en a aussi une partie de cette perturbation qui se dissout dans l'océan, donc il faut augmenter le stock océanique, et une partie qui est absorbée et stockée par la végétation et les sols. Moi, j'ai passé quand même une bonne partie de ma carrière, là, depuis 30 ans, à essayer de séparer à l'échelle globale et puis à l'échelle régionale. Est-ce que cet excès de carbone-là qui est absorbé, on le voit très bien, on fait la différence entre les émissions et la concentration dans l'atmosphère qui est très bien connue, hein, pour ces changements. On sait que 50% en moyenne est absorbé. C'est quand même important de savoir si cette absorption, elle se fait plutôt dans l'océan, plutôt dans la végétation, parce que si l'absorption se fait dans l'océan, c'est une bonne nouvelle pour l'humanité, hein, parce que le CO2, il sera dissous, transféré dans l'océan profond, et le temps de mélange de l'océan, c'est à peu près 1000 ans. Donc, il reviendra à la fin, mais il reviendra quand on aura un peu tassé l'utilisation d'énergie fossile, hein. Alors qu'au contraire, si, mettons, 90% de l'absorption de l'atmosphère se répand dans la végétation et les sols. Ça dépend du type de végétation et du type de sol, mais le temps de résidence du carbone dans un écosystème, ça va entre un an si c'est une culture, et puis, je sais pas, peut-être 40 ans si c'est une forêt, pas plus. Donc ce carbone, s'il est stocké principalement dans la végétation et dans les sols, ben, c'est un vrai problème parce qu'il va revenir vers nous dans l'atmosphère, il va continuer à réchauffer le climat au moment où on n'aura pas complètement, on ne sera pas complètement débarrassé des énergies fossiles, quoi. Donc c'est vraiment important en fait pour prédire le climat futur, de prédire en fait le taux qui est absorbé par chacun des réservoirs, si possible par chaque écosystème, par chaque région océanique, etc. Alors, on en est des émissions. Ben, en fait, voilà, malgré, je dirais, la prise de conscience et les accords climatiques, elles ont toujours augmenté. Il y a eu des petits chocs quand même, hein. Il y a des moments, par exemple, pendant la précédente crise financière en 2008 ou pendant le Covid, où les émissions ont baissé de quelques pourcents. Cela dit, le Covid, c'est quand même assez révélateur de notre addiction, en quelque sorte, à l'énergie, surtout à l'énergie carbonée, puisqu'on a quand même pas mal arrêté l'activité humaine dans beaucoup de pays. Mais les émissions n'ont pas baissé de 70%, elles ont baissé de 5%. Ça veut dire que, en fait, notre dépendance à l'énergie carbonée est quand même restée très forte.
Il y a quand même des différences, hein, si on regarde bien. Les émissions ont augmenté de 3% par an à peu près dans la décennie des années 2000. Et ça, c'est l'arrivée en fait du développement de la Chine, hein, qui a été extrêmement puissant et qui s'est fait avec du charbon, qui se fait d'ailleurs toujours en partie avec du charbon. Mais on voit quand même que les émissions, elles augmentent toujours, d'accord, mais avec un taux plus faible. Sur la dernière décennie, on est à 1% par an. On voit aussi qu'après le Covid, on avait beaucoup parlé de relance verte, qu'on allait faire des stimulus packages et toutes sortes d'actions qui nous permettraient d'investir pour accélérer la décarbonisation. Bon, à l'échelle globale, on voit qu'après le Covid, les émissions ont repris sur une pente ascendante. Donc, voilà, elle continue d'augmenter, même si régionalement, il y a évidemment des différences. Je ne sais pas si j'ai une figure, mais l'Union européenne a baissé ses émissions, pas énormément, d'à peu près 30% quand même, depuis 1990. En Chine, les émissions augmentent moins vite, et la question, c'est de savoir si elles vont faire un plateau et ensuite redescendre. Le gouvernement chinois est confiant qu'ils vont atteindre leur plateau parce qu'ils investissent beaucoup de renouvelables, et puis, mais enfin, ça dépend quand même de la demande totale. En gros, s'il y a une très forte demande de produits chinois, l'industrie en Chine, c'est pas comme chez nous, hein, 65% de l'électricité va vers l'industrie, la production industrielle. Et du coup, et 75% de l'électricité elle-même est produite au charbon. Et du coup, donc, s'il y a une forte demande de produits manufacturés, il n'y aura pas assez de renouvelables malgré leur augmentation. Et donc, les émissions continueront à augmenter en Chine. Alors, nous, ce qu'on fait avec un groupe d'instituts internationaux hein, qui a beaucoup d'impact dans les médias chaque fois que ça sort, on fait le bilan de masse, en quelque sorte, bilan comptable du carbone qui est émis par les activités humaines et qui est absorbé par la nature chaque année en utilisant, en fait, c'est plus de 100 laboratoires de recherche qui sont très impliqués là-dedans. Donc, pour la partie émission, on utilise des inventaires statistiques, hein, des données de fuel, en quelque sorte, ou des données énergétiques, qui viennent à la base toutes des États. Hein. Et puis, pour la déforestation, donc, j'en ai pas parlé, mais il y a aussi une perte de carbone qui se fait dans les régions tropicales où on perd des forêts. On utilise des images satellites et des estimations de la densité de carbone qui était présente avant la disparition de la forêt, puis après, on estime comme ça une perte. Voilà. Et puis ensuite, où va le carbone? Donc c'est bien ça la question. Comme je le disais, en moyenne, sur 10 ans, 50%, 48% plus exactement, fait de l'effet de serre, enfin augmente l'effet de serre, donc réchauffe le climat. La bonne nouvelle, c'est qu'il y a quand même 50% qui s'absorbent dans l'océan et la végétation pour le moment. Et ça, c'est très stable. Qui fait quoi là-dedans? Ben, à peu près moitié océan, moitié continent. Ce qui est intéressant parce que l'océan, il a une masse énorme, il contient 40 milliards, 40 000 milliards de tonnes de carbone sous forme de bicarbonate. La végétation contient 2000 milliards de tonnes. Mais finalement, l'océan a un taux d'absorption qui est pas plus important que celui de la végétation. Voilà. Alors, ce qui est intéressant, c'est de regarder aussi l'historique de ce bilan. Donc, c'est comme votre compte en banque. Hein. En haut, vous avez les sources, donc les émissions. En orange, les émissions liées à la déforestation. En gris, liées à l'utilisation du carbone fossile, hein, donc du charbon, du pétrole, du gaz. Et puis en bas, c'est là où va le carbone. Donc, une partie s'accumule dans l'atmosphère. Hein, c'est ce qu'on mesure à Mauna Loa. Et puis, une partie est estimée avec des modèles s'absorbe dans l'océan de la végétation. Alors, qu'est-ce qu'on voit? Il y a deux choses qui sont vraiment intéressantes à retenir. D'abord, c'est que jusqu'en 1950, finalement, les émissions de CO2 fossiles n'étaient pas plus grandes que les pertes de carbone par la déforestation liées à l'expansion de l'agriculture. Aujourd'hui, 90% des émissions sont liées aux émissions fossiles. Et pourtant, la population a augmenté énormément. On est passé, je pense, de 2 à 7 milliards de personnes. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi la déforestation n'a pas augmenté aussi vite que le fossile? Ben, c'est la révolution verte. Hein. C'est le fait qu'on a quand même trouvé le moyen de produire des calories avec des engrais, etc., des variétés génétiquement modifiées ou en tout cas améliorées, qui permettent, en fait, on a triplé les rendements agricoles sur la planète. Donc, c'est aussi une bonne nouvelle parce que sinon, la déforestation, ce serait une enveloppe aussi importante que les émissions fossiles. Alors, ce qui est intéressant, c'est quand même de regarder que en 1950, donc, on émettait dans les 2 milliards de tonnes de carbone, et puis la quantité absorbée dans la nature, hein, dans l'atmosphère, enfin par les réservoirs, si vous voulez, c'était 1, donc c'était la moitié. Aujourd'hui, quand même, on a changé de braquet, hein, puisque la perturbation, c'est plus 2, mais c'est 10, donc c'est pas rien. Et pourtant, la nature est résiliente en quelque sorte, puisqu'on absorbe 5. Donc, c'est quand même intéressant parce que c'est un système très complexe. Il y a de la biologie marine, il y a de la chimie marine. Il y a tout plein de processus pas très bien compris au niveau des écosystèmes terrestres.
Et c'est quand même assez fascinant qu'un système aussi complexe et régionalement différent à l'échelle planétaire répondent comme un système perturbé au premier ordre en physique. Vous doublez la perturbation, vous doublez la quantité de réponse. Et ça, c'est quelque chose qui me fascine toujours, parce qu'évidemment, rien ne nous dit à l'échelle régionale que l'Amazonie absorbe toujours 2 fois plus de carbone qu'avant, parce que les émissions ont doublé et que je sais pas, les forêts françaises absorbent 2 fois plus. Donc régionalement, les trajectoires sont différentes, mais globalement, ils se parlent entre eux. Et donc, on a toujours une réponse linéaire. Donc, c'est une bonne nouvelle. La deuxième chose qu'il faut retenir de cette courbe, si vous regardez la petite barre vert clair, là, c'est l'absorption par les continents. Ça ne veut pas dire que c'est un système stable, inintéressant, c'est-à-dire, bon, voilà, vous lui mettez 5, il absorbe 2,5, vous lui mettez 10, il absorbe 5, parce qu'en fait, d'une année sur l'autre, on voit que les écosystèmes terrestres, hein, des fois, ils sont tout petits, hein, donc ils absorbent que dalle, et puis des fois, ils absorbent beaucoup, et ça varie beaucoup d'une année sur l'autre. Et les experts diront, ah oui, moi j'ai compris, parce qu'il y a des El Niño, donc des périodes sèches et chaudes dans les tropiques. Et comme par hasard, chaque fois que la biosphère terrestre absorbe moins, pour le coup, il y a un El Niño, et puis l'inverse, il y a un La Niña, donc plus humide dans les tropiques, quand ça absorbe plus. Donc ça veut dire quand même qu'on a un système qui répond linéairement à une perturbation qui a été multipliée par 5 ou 6, et pourtant, ce n'est pas un système qui est complètement stable intrinsèquement, puisque chaque fois qu'on a un choc climatique, il répond très fortement au changement climatique. Donc le cycle du carbone est intéressant parce que sur le long terme, il reste stable, Dieu merci. Mais sur le court terme, une année chaude, une année humide, principalement dans les tropiques, ça cause des variations pratiquement de 100% de la vitesse de croissance du CO2. Et donc, on a toujours l'œil rivé sur cet indicateur, c'est la airborne fraction, comme on dit. Donc, c'est tout bête, hein, c'est le rapport entre la quantité de CO2 qui s'accumule dans l'atmosphère, donc la vitesse de croissance, la dérivée de la courbe de concentration, divisée par les inputs, c'est-à-dire les émissions. Et donc, on voit que cette fraction, elle varie, hein. Il y a des bonnes années où, tiens, voilà, il n'y a que 25% des émissions qui atterrissent dans l'atmosphère, et puis il y a des mauvaises années, qui sont des animaux. Donc, mais il n'y a pas de tendance globale très claire. Donc, la question un peu, et le sujet de la présentation, c'est est-ce que ça va durer ou pas? Est-ce qu'on est sûr que dans 100 ans, on va toujours avoir une stabilité, ou bien est-ce qu'on a des signes un peu précurseurs de déstabilisation du cycle du carbone? Et c'est pour ça qu'on s'intéresse, enfin moi en particulier, je m'intéresse à ce qui se passe de manière récente, parce que chaque année nous apporte finalement une expérience de laboratoire, sauf qu'elle est en grandeur nature à l'échelle planétaire. Et l'année 2023 et l'année 2024 aussi sont intéressantes parce que ce sont des années qui sont particulièrement chaudes. On a eu ce réchauffement climatique abrupt en quelque sorte de 0,3-0,4 degrés, qu'on comprend d'ailleurs toujours pas complètement. Et la question, c'est est-ce que sur un choc pareil, on voit quelque chose sur le CO2? Alors oui, la réponse est oui. Si on regarde le taux de croissance du CO2, donc c'est juste la dérivée de la concentration, quand la barre est élevée, c'est-à-dire que le CO2, il n'y a pas d'absorption, et puis quand elle est faible, il y a beaucoup d'absorption. Et en 2023, au moins à Mauna Loa, on atteint une valeur très intéressante, enfin une valeur plus élevée que dans le passé, à peu près 3 parties par million par an. Et puis, voilà, si on regarde ce qui s'est passé sur la température, on a cette spectaculaire augmentation brutale des températures dans le monde entier en 2023, qui continue d'ailleurs en 2024. Et donc, jusqu'à présent, en fait, notre communauté scientifique, on faisait des bilans de carbone, mais ça prenait un an avant d'avoir la réponse, parce que le temps qu'on fasse tourner les modèles et tout, quand on publie ce bilan de carbone que j'ai montré précédemment, on est en novembre 2024 quand on publie les résultats de 2023, par exemple. Mais moi, j'avais envie d'avoir des choses un peu plus rapidement, donc on avait monté une équipe de plusieurs laboratoires pour regarder ce qui s'est passé en 2023. Et donc, c'est intéressant ce réchauffement parce que je dirais, on a un réchauffement abrupt, mais qui prend surtout les moyennes latitudes, hein, donc nos latitudes à nous. Alors que je dirais la version canonique du réchauffement climatique, c'est que l'Arctique se réchauffe plus vite que le reste du globe. Et là, en fait, en 2023-24, c'est plutôt les latitudes tempérées et subboréales qui se sont réchauffées plus vite. En même temps, il y a d'autres indicateurs qui nous apportent des informations sur je dirais, la métabolisme de notre planète, comme ces fameux indices de végétation. C'est juste la couleur de la végétation. C'est intéressant parce que les climato-sceptiques se servent beaucoup de ça pour dire tout va bien, puisque la végétation est de plus en plus verte. Effectivement, en 2023, donc on a une augmentation record du CO2, on a un réchauffement record, et on a en même temps beaucoup de verdissement. Alors, comment réconcilier tout ça, quoi? Verdissement, donc, ne veut pas dire absorption plus forte de CO2.
Ouais, je passe un peu là-dessus, c'est plus technique, mais on a aussi des satellites en fait qui viennent de la géophysique, qui sont intéressants parce qu'ils mesurent le champ de gravité terrestre. Donc, c'est deux satellites en formation qui mesurent la distance entre eux avec un laser. Quand ils passent au-dessus d'une montagne, hop, il y en a un qui ralentit, donc la distance entre les deux satellites qui volent en formation diminue. Et donc ça permet de mesurer le champ de gravité. Et le champ de gravité sur les continents, donc ça permet de mesurer, par exemple, la perte de masse des calottes polaires, etc. Et le champ de gravité sur les continents, il est surtout dominé par la quantité d'eau qu'il y a dans le sol. Donc, si vous avez une année sèche, il y a moins d'eau dans le sol, multiplié par la surface et le volume de l'eau dans le sol, ça finit par faire un changement de masse considérable, qui est donc observé par ces satellites qui mesurent la gravité. Et donc, ici, sur la carte, quand vous avez du rouge, ça veut dire qu'il y a moins d'eau dans le sol en masse par rapport à une année normale. Et on voit effectivement que sur les moyennes latitudes, que ce soit l'Europe, l'Amérique du Nord, mais aussi l'Amazonie, on a beaucoup moins d'eau dans le sol qu'en moyenne. Par contre, sur l'Afrique, on a plus, c'est un peu plus humide. Voilà. Et donc, ce qu'on a fait, en fait, c'est qu'on a essayé de brancher des modèles qui sont des modèles assez compliqués, hein, d'absorption par l'océan, d'absorption par la végétation. Et puis, on a aussi collecté des données en temps réel sur les émissions fossiles. Donc, on a un site web où on publie, en fait, tous les mois une mise à jour des émissions fossiles journalières. Donc, on a essayé de retracer ce qui s'était passé en 2023, année intéressante. Donc, c'est pareil, c'est un bilan comptable, hein. En haut, vous avez les émissions. Et puis en bas, vous avez où vont les émissions. Donc, quand il y a une grosse barre bleue, ça veut dire qu'une grande partie de ces émissions s'accumulent dans l'atmosphère, donc rajoute du réchauffement. Et puis l'absorption, ben, en océan, c'est le vert foncé, puis sur le terrestre, sur la végétation et les sols, c'est le vert clair. Et on voit avec deux méthodes différentes, hein, que ce soit des modèles, je dirais, numériques de la végétation et de l'océan, ou bien des modèles atmosphériques qui essayent de lire des données dans l'atmosphère de concentration et puis de les transformer avec des méthodes inverses en émissions. Eh bien, on voit que 2023, ben voilà, ce n'est pas une bonne année parce que le puits terrestre, il se réduit très fortement, il devient presque nul. Et quand on regarde derrière nous, en fait, il y avait assez peu d'années où on a une aussi mauvaise année pour l'absorption par la végétation et les sols. Alors, on peut faire aussi des cartes des anomalies. Donc, vous avez deux colonnes, hein, pas regarder les détails. Quand c'est rouge, ça veut dire que ça perd plus de carbone que d'habitude, et puis quand c'est vert, ça veut dire que ça en gagne plus. Et vous avez deux types de méthodes qui sont indépendantes. Donc, c'est intéressant parce qu'on peut quand même comparer ce qui se passe. Qu'on appelle bottom-up, c'est des modèles complexes numériques qui décrivent en fait la circulation de l'océan, le plancton, etc., qui calculent les flux de CO2. La même chose sur les continents. Et puis, à droite, ce qu'on appelle une inversion atmosphérique. Donc, ce sont ces systèmes d'assimilation, en fait, variationnels, qui lisent des mesures de concentration de CO2 dans l'atmosphère sur des réseaux de stations au sol, hein, ou bien sur des satellites maintenant, et qui déduisent en quelque sorte la carte de flux qui permet de fitter au mieux les mesures de concentration, plus précisément de gradient de concentration dans l'atmosphère. Voilà. Et donc, il n'y a pas une correspondance parfaite, mais on voit quand même, par exemple, ce qui est intéressant, c'est qu'à la fin de l'année 2023, il y a un El Niño qui se développe, donc il y a cette sécheresse qui est la plus forte de tout ce qu'on connaît en Amazonie. Et donc, sans surprise, à la fois les modèles numériques d'écosystèmes et notre inversion nous met une grosse tache rouge ici, qui correspond à une perte de carbone très forte dans les régions tropicales. Il y a aussi l'histoire des feux au Canada. C'est intéressant parce que les feux au Canada, on sait qu'ils ont émis cette année-là, ça a brûlé quand même 4% des forêts boréales au Canada, donc c'est pas rien, hein. Si ça dure pendant 20 ans, il n'y a plus de forêt boréale, hein. Et en plus, elles mettent 150 ans à se reconstruire, donc on est mal parti. Et donc, ces feux extrêmes, cette année, jamais vus, en fait, on a estimé que c'est équivalent à une perte d'à peu près un demi-milliard de tonnes de carbone. C'est beaucoup, hein, c'est presque les émissions fossiles de l'Inde, par exemple. Et ce n'est pas du carbone qui va être absorbé par de la repousse d'ici bientôt. Voilà. Et donc, ce qui nous a inquiété dans cette étude, c'est que finalement, si on sépare l'absorption entre l'absorption dans l'hémisphère nord, il y a deux puits de carbone sur Terre, sur les continents. Il y en a un gros dans les forêts tempérées boréales, je pense que vous en avez entendu parler. Il y en a un dans ce qui reste des forêts tropicales, c'est les forêts tropicales intactes. Et en fait, si vous voulez, ce qu'on a vu, c'est que sur les courbes rouges foncées, quelle que soit l'approche qu'on utilise, on voit une baisse de à peu près 30% de l'absorption du carbone par les forêts de l'hémisphère nord. C'est la diminution des courbes rouges foncées. Dans les tropiques, c'est plus comme un oscillateur, hein, c'est-à-dire que vous avez un El Niño en 2015, voilà, c'est rouge, c'est négatif, donc la végétation perd du carbone, et après il fait plus humide, donc hop, ça récupère très vite,
Et puis en 2021-22, on avait une période humide, la Niña, assez longue. Donc les tropiques avaient bien récupéré, et puis arrive 2023 qui est très sec et ils perdent à nouveau. Donc en fait, les tropiques, c'est, voilà, il y a des El Niño, il y a des La Niña. Mais ce qui se passe, c'est qu'entre-temps, finalement, ça nous avait un peu masqué le fait que les régions de l'hémisphère nord, chez nous, hein, on va dire, mais aussi en Russie, aux États-Unis, un peu au Canada, semblent avoir perdu une très forte capacité d'absorption du carbone en seulement 8 ans. Et donc, la question qu'on se pose, évidemment, c'est est-ce que ça va continuer ou pas? Si c'est lié à des facteurs climatiques, il n'y a aucune raison qu'on n'ait pas de sécheresse et de vagues de chaleur dans les 10, les 20, les 30 années à venir. Et les forêts, ça ne change pas comme ça d'une année sur l'autre. Et donc, on serait voué probablement, en tout cas, moi, c'est ce que je pense, à une baisse tendancielle de l'absorption dans l'hémisphère nord, qui aujourd'hui représente quand même 27%, la moitié, pardon, du puits de carbone global. En 2024, ça ne se passe pas bien, parce que ça, c'est les premiers résultats qu'on n'a pas encore publiés. Donc, on voit que le taux de croissance, il augmente, il est très fort aussi, un peu partout, à Mauna Loa, encore plus fort qu'en 2023. Je vous rappelle que c'est aussi une année très chaude. Et donc, c'est peut-être un peu compliqué comme graphique, mais ce que ça montre, en fait, c'est on peut comparer tous les alignés entre eux. Donc, vous avez un en 97-98, vous en avez un en 2015-2016 et tout à l'heure en 2023-24. L'axe des Y représente en fait la surface d'une région comme l'Amazonie qui est classifiée comme sécheresse extrême. On regarde un déficit hydrique et puis quand c'est à 5 sigma de ce qui se passe normalement, on met du rouge foncé. Et donc ce que vous voyez, c'est qu'en fait, les alignaux, ils se ressemblent, mais pas tous. Évidemment, la sécheresse arrive toujours l'année d'origine de l'El et puis ensuite l'El meurt l'année suivante, et là, il n'y a plus de sécheresse. En 2015, il est déjà plus court, mais beaucoup plus sévère que 1997. Et puis en 2023-24, on a donc cette sécheresse historique en Amazonie qui est intéressante. Et puis normalement, il y a une saison sèche. Quand l'El Niño se tarit, en quelque sorte, ça se passe bien, on n'a plus trop de sécheresse. Mais là, en 2024, on a à nouveau une immense sécheresse qui s'est développée sur toute l'Amazonie et qui donc va continuer à faire augmenter les émissions de CO2. En Afrique, c'est encore pire. Alors, vous voyez, l'Afrique, c'est pas comme l'Amazonie où la sécheresse commence au début de la Niño, au milieu d'année, puis ensuite elle pique et ensuite elle meurt avec les Niño. En fait, comme il y a une saison sèche, il y a deux saisons humides et deux saisons sèches, forcément, vous avez, je dirais, un intervalle pluvieux, qui est blanc, au milieu de l'Afrique. Et alors, on voit qu'en 2015, déjà, la région, le pourcentage des forêts africaines affectées par la sécheresse était beaucoup plus importante qu'en 97-98, qui est le précédent El Niño. Et puis en 2023-24, ça dépasse toutes les bornes, hein, puisque là, on a 60% des forêts africaines, surtout pendant la seconde saison sèche, là, en juillet 2024, qui est affectée par des sécheresses qu'on classifie comme étant extrêmes. Je vois que vous avez une question. Allez-y, hein. Oui, en fait, Philippe, on préfère prendre les questions à la fin. Donc, j'ai bien noté, un Christian, Ok. tu auras la Voilà. première question. C'est juste Oui. pour montrer, c'est un article là, qui avait été publié sur les sécheresses en Amazonie, pour montrer que c'est vraiment du lourd, hein. Donc, il y a quand même des sécheresses récurrentes en 2010, 2005 notamment, qui sont des sécheresses dites de saison sèche, qui sont reliées en fait à des températures de l'océan Atlantique tropical qui sont plus élevées. Donc, l'Amazonie, en fait, la sécheresse, c'est un double facteur. Il y a les El Niño, donc des températures Pacifique Est plus chaudes. Et il y a aussi ces températures de surface de l'Atlantique tropical qui influencent en fait, on va dire, les alizés et donc l'entrée d'eau humide océanique dans l'Amazonie et donc le climat, la précipitation sur l'Amazonie. Mais la décharge de l'embouchure ou à Manaus, on voit qu'en 2023, elle atteint des records bas, hein, qui n'ont jamais été vus auparavant. Et donc en 2024, on a fait la même chose, on a, je dirais, complété du plus rapidement qu'on pouvait ces simulations, ces estimations des pertes. Et ce qu'on voit, c'est qu'au premier trimestre 2024, donc c'est intéressant d'avoir des données un peu actives, pas de temps réel, mais en tout cas à quelques mois de distance. La Niño se termine, on a quand même sur le nord de l'Amazonie une perte de carbone, mais ça se finit tranquille. Et puis, sur l'Afrique, par contre, là, il se passe des choses, hein. C'est la première fois que sur l'Afrique centrale, on a je dirais, des anomalies négatives, donc des pertes, et aussi sur l'Asie du Sud-Est, de CO2 qui sont liées à la sécheresse. Donc, conclusion, 2024, ça va pas être mieux que 2023. Le taux de croissance du CO2 est très élevé, et donc ça suggère quand même que les années extrêmes
qu'on n'a jamais connues avant, avec des températures, mais aussi des sécheresses extrêmes, notamment dans les tropiques, eh bien, ça affaiblit considérablement l'absorption du carbone, au moins par la végétation. Alors, on peut revenir chez nous, là, en disant, mais est-ce qu'on voit quelque chose, finalement? Est-ce qu'avec des méthodes classiques, on voit un affaiblissement des puits de carbone? Alors oui, c'est le cas. Ça a été pas mal discuté, j'avais pas mal posté ça sur les réseaux sociaux. Là, vous avez le puits de carbone de l'Union européenne. Et donc, je suis désolé, la convention est un peu plus complexe, hein. C'est-à-dire, quand c'est négatif, ça veut dire que les forêts européennes absorbent du carbone, d'accord? Et puis quand c'est positif, ça veut dire qu'on est des sources de gaz à effet de serre. Donc, sans surprise, l'agriculture émet des gaz à effet de serre, et puis les forêts en absorbent. Il y a deux types de verts. Il y a les forêts établies, qui sont toujours des forêts, et puis il y a les nouvelles forêts. Il y a quand même des régions en Europe qui gagnent un peu de forêt par des pays agricoles. Et la barre bleue, c'est juste le stock dans les produits du bois. Et donc, voilà, l'Europe se portait bien. Le puits des forêts, ben, il absorbait, en augmentant jusqu'en 2010, presque 400 millions de tonnes de CO2. Et c'est pas rien, hein, parce que toutes les émissions industrielles de CO2 fossiles de la France, c'est 300 millions de tonnes de CO2. Donc, en gros, les forêts de l'Union européenne, c'est une France et une Belgique en moins sur la carte des émissions de CO2. Et donc, l'Union européenne s'est dit, bah, c'est très bien. On avait un objectif de neutralité, donc on doit baisser nos émissions. Et la première idée qu'ils avaient eue, c'est de dire, voilà, on va dire que nos émissions purement industrielles, elles doivent être 40% plus petites que ce qu'était en 90. Et puis ensuite, en 2050, elles doivent être zéro. Parce qu'on sait que émission zéro égale CO2 stable, climat stabilisé. Bon. Le problème, c'est qu'après, ils ont dit, ah oui, mais on a une meilleure idée que ça. Comme nos forêts pompent du CO2, la preuve, finalement, on va dire qu'on est plus ambitieux, donc on veut réduire nos émissions nettes de 55% par rapport à 90, mais on se donne le droit de faire de la forêt et on met sur la table, on compte sur un puits de carbone forestier de 400 euh, prévu pour 2030. Évidemment, entre-temps, vous avez toutes les pathogènes, les maladies, et puis les fameuses colites et les sécheresses qui ont causé plein de mortalité. Donc aujourd'hui, on est à 300 et il est peu probable que les 400 prévus pour atteindre notre trajectoire de neutralité carbone, on puisse les réaliser. Parce que ben, voilà, le puits de carbone, la barre noire, en fait, s'est affaissé fortement au niveau de l'Union européenne. Voilà. Donc on est là, voilà où on va, et puis voilà où on devrait être. En France, c'est pas très bon non plus. Mais il y a des pays, c'est la forêt, en fait. Il ne faut pas croire que c'est un truc, voilà, c'est tranquille, les arbres, ils meurent un peu, il y en a 1% qui meurent par an. Là, c'est ce qui s'est passé en République tchèque. Donc, c'est des données d'inventaire, hein, donc c'est des placettes qui sont mesurées, remesurées, etc. Bon, c'est un échantillon statistique des stocks de carbone du pays ou de leur changement. Et ils absorbaient 10 millions de tonnes de CO2 tranquillement jusqu'en 2015-16. Et puis après est arrivée une sécheresse en 2018 qui a beaucoup affaibli les arbres, notamment les résineux, les épicéas. Et sur ce, ils ont été infestés de ces scolites, hein. On pensait que les scolites, qu'on appelle en anglais des bark beetles, c'était des trucs pour les Canadiens et les Américains, parce qu'on en parlait beaucoup. Il y a des forêts canadiennes, effectivement, dans l'ouest des États-Unis, qui sont détruites par ces insectes. La différence des scolites et des autres insectes, c'est que les scolites, c'est des insectes tueurs. Ils font des trous dans les arbres, là, ils mettent leurs petites larves sous l'écorce, et du coup, ils empêchent la sève de monter, puisque la sève, elle monte sur le bord de l'arbre. Et donc, l'arbre, il meurt à coup sûr, quoi. Et ça attaque que les résineux, épicéas principalement. Et donc, République tchèque, sécheresse, arbres affaiblis, scolytes. Et du coup, ils sont passés seulement l'espace de 3 ans d'un puits, d'une absorption de 10 millions de tonnes de CO2 à une émission nette de 10 millions de tonnes de CO2. Donc, pour vous dire qu'en fait, climat, événement extrême, votre forêt, elle peut basculer d'absorption en émission. Ce n'est pas quelque chose qui va prendre 50 ans à dépérir, hein. Alors en France, où on en est? C'est intéressant. Donc, j'ai pris ici les chiffres du CITEPA, là. Je fais un article là-dessus, qui sont pas. Enfin bon, on peut discuter après de comment c'est fait. C'est basé sur un inventaire de à peu près 7000 placettes par an. Et donc en France, on était bien jusqu'en 2010. Et là, notre puits de carbone, il a diminué de 50%, si vous suivez la courbe noire. Et en France, en fait, non seulement on rapporte le bilan net, mais aussi on regarde les pertes et les gains. Donc sans surprise, il y a des gains de la forêt parce que les arbres poussent, en tout cas ceux qu'on ne récolte pas. Et puis il y a des pertes en haut. Et les pertes, c'est la récolte, donc tout le bois que vous enlevez pour des raisons commerciales. Et jusqu'à peu près en 2015, ben voilà, la croissance augmentait, il poussait de mieux en mieux. Mais ce qu'on voit, c'est que depuis 2015, ben la croissance, elle se tasse, voire elle diminue légèrement.
La récolte, elle augmente un peu, pas beaucoup. Et par contre, ce qui se produit, c'est que la barre rouge, qui est la mortalité naturelle, donc tout ce qui est dépérissement, insectes, maladies, tous les arbres qu'on trouve morts sur pied, sans qu'ils aient été coupés volontairement, ben elle a explosé, quoi. La mortalité des arbres en France, elle a augmenté de 84%, mortalité naturelle. Elle reste moins forte que la récolte, mais aujourd'hui, ça représente 25% de la récolte, quoi. Voilà. Et surtout, ce qui est embêtant chez nous, c'est qu'on essaye de replanter, mais la replantation des bébés arbres, ça se passe pas bien, puisque 54% des replantations, en fait, c'est des échecs. Donc après, il faut repayer de l'argent pour replanter des arbres, et on continue comme ça. Et en République tchèque, ils ont le même problème, ils ont des épicéas, donc la moitié meurt récemment. Ils se tournent vers l'industrie des pépinières et ils leur disent, bon les gars, on voudrait replanter, mais on nous a dit qu'il valait mieux replanter des feuillus, c'est plus résistant aux scolites. Mais évidemment, les pépinières, ils disent, ah non, non, nous, on n'a que de l'épicéa en supermarché, vous prenez pas. Et donc, ils ont été obligés de replanter 70% d'épicéa. Dans 5 ans, il y a une sécheresse, il y a des scolites, ils mangent les bébés épicéa, il faudra replanter encore. Donc, il y a vraiment des problèmes, je dirais, de gestion de crise de la forêt. Donc ça, c'est pour la France. Alors, si vous regardez la SNBC 2, j'ai vicieusement pris les chiffres, vous dites, bah, c'est bon, on est bon parce qu'en fait, la forêt, on est pile poil sur l'objectif révisé, déjà à la baisse de la SNBC 2. En fait, non, parce que la SNBC, elle traite du secteur de l'usage des terres, qui inclut l'agriculture, et l'agriculture, malheureusement, c'est une source supplémentaire de CO2. J'aurais dû la représenter sur la figure, mais je ne l'ai pas fait. Donc, en fait, vous prenez à peu près 20 et vous translatez la courbe noire de 20. Et donc, voilà, on rate notre objectif SNBC2 de beaucoup, d'à peu près 50%. Du coup, la SNBC3, je crois que ce n'est pas encore complètement validé, tout ça, mais en tout cas, ils ont revu l'objectif ambition puits de carbone naturel très fortement à la baisse. Et donc, quand il y a des communications, vous écoutez le ministre, etc., il dit, voilà, on est très bien, parce qu'avant, il y a eu le Covid, donc nos émissions sont réduites, donc on est très bien sur la trajectoire, sauf la forêt. Sauf qu'ils avaient quand même, ils s'étaient engagés à mettre la forêt et l'usage des sols dans l'objectif de neutralité de la France. Maintenant, évidemment, que la forêt fait plus le job, on dit, ah ben non, on est très bien sur la trajectoire fossile hors forêt. Sauf que, évidemment, si on veut être neutre, ben, c'est tout ce que absorbe ou émet un territoire qui est important à considérer. Alors voilà les résultats régionaux. Ce n'est pas mandatory pour les Nations Unies, hein, puisque les pays ont juste à rapporter un truc. Mais le CITEPA rapporte des chiffres par pays. Je pourrais discuter 1 heure de la méthodologie, etc. Mais donc voilà, la Bretagne, où ils en sont. Alors il y a des régions où ça se passe mal, hein. Le Grand Est avec les scolites, là, c'est positif, c'est-à-dire qu'ils sont en train de perdre du carbone. Les Hauts-de-France, c'est pas bon non plus. La Bourgogne, c'est pas bon. L'Île-de-France, c'est bon. Forcément, on n'a que des forêts récréatives. D'abord, on n'en a pas beaucoup, hein, donc elles ne sont pas très récoltées, donc elles se débrouillent bien, même si la mortalité a augmenté. En Corse, ben, on voit que la récolte a tellement augmenté qu'en fait, ils sont passés d'un puits de carbone intéressant à presque rien. En Nouvelle-Aquitaine, il y a des bosses parce qu'il y a eu les deux cyclones là, hein. Il y a eu Lothar et Martin au tournant de la fin de l'année 99, tout début 2000. Et puis il y a eu Klaus, donc qui a dévasté les pins des Landes. Mais ils ont récupéré assez vite. Et donc finalement, il n'y a pas de relation entre une forêt naturelle et le stock du carbone. Par exemple, en Provence, les forêts sont très peu gérées. Et c'est un puits de carbone important. Et puis dans les Landes, au contraire, c'est géré de manière super intensive, hein. C'est une culture, hein. Tous les 20 ans, c'est récolté, ça pousse très vite, etc. Et il n'y a pas vraiment de relation en disant, voilà, on laisse les forêts non gérées, elles stockent mieux du carbone, elles sont mieux résilientes que des plantations. Par contre, les régions qui sont affectées par le réchauffement climatique et les insectes, ça se passe mal. Et en Bretagne, donc, où on en est, ben, ça a été un peu épargné par les grandes tempêtes, hein. Klaus, il est passé un peu plus au nord, en Normandie, et puis sur les Hauts-de-France, donc il a bousillé des forêts là-bas. Lothar et Martin, bah, ils sont plus dans le sud, en fait, Méditerranée, Provence, et puis aussi Nouvelle-Aquitaine. Bretagne, il y a beaucoup de tempêtes, mais elles ne sont pas très fortes, hein. Bon, il y a Tyrian quand même, il faudra qu'on regarde un peu. Mais quand même, en Bretagne, hein, on voit ce qui se passe, beaucoup de mortalité, surtout une très forte augmentation de la récolte de bois. En tout cas, ce qu'on en sait, puisque les chiffres du CITEPA, c'est des enquêtes de branche, hein. Donc, ils demandent aux scieries, coucou, combien vous avez coupé d'arbres? Mais ce n'est pas des mesures physiques, hein. Voilà. Et donc, en Bretagne, ben voilà, puits de carbone des Bretons, là, il s'est tassé d'à peu près 3 millions de tonnes de CO2. J'ai vu de marquer les unités, on est passé à 1, avec une très forte augmentation des deux, à la fois de la récolte et de la mortalité naturelle. Voilà.
Donc pour conclure, évidemment, tous ces problèmes locaux et globaux, on se dit, cette fraction d'absorption d'émissions constantes sur 60 ans, est-ce que c'est quelque chose qui va durer pour l'éternité? Donc je travaille beaucoup là-dessus. On sait que les modèles du GIEC, finalement, ce qu'ils disent, c'est que le puits de carbone, il est indexé à l'augmentation du CO2. Pour l'océan, c'est tranquille. Le CO2 augmente, le puits augmente. Quand le CO2 diminue, pour les scénarios qui sont les plus vertueux, en quelque sorte, ben, comme le CO2 diminue, au bout d'un moment, le puits de carbone océanique, il diminue avec. Mais c'est une bonne nouvelle quand même. Le climat ne se réchauffe pas trop. Pour les écosystèmes terrestres, c'est un peu la même chose. Plus le CO2 augmente en concentration atmosphérique, plus la prédiction des modèles de végétation qui sont utilisés pour prédire le climat futur, nous dit que le puits est fort. Donc vous avez beaucoup de CO2, beaucoup de réchauffement climatique. En rouge foncé, vous avez un puits plus fort. Cela dit, la barre d'erreur est très grande. Mais en fait, le problème, c'est que tous ces modèles qui sont utilisés pour le GIEC, qui sont des modèles de carbone avec la biologie océanique, les plantes, les sols, etc., couplés à des modèles de climat, donc c'est quand même des gros objets numériques. Les gens, ils ont beaucoup travaillé pour faire ça, mais en fait, il y a tous les phénomènes de perte, ils n'ont pas bien regardé, quoi. Et donc, les feux extrêmes, par exemple, il n'y a aucun modèle du GIEC, ou aucun modèle scientifique global de carbone qui peut vous prédire qu'au Canada, il y avait 4% des forêts qui ont brûlé parce qu'ils n'ont pas, je dirais, les processus qui conduisent à la propagation, le vent local, le type d'écosystème. On sait que les épicéas, c'est très inflammable au Canada, etc. Les barrières naturelles, les rivières et les falaises qui peuvent bloquer la progression des feux. L'autre chose qui n'est pas bien dans les modèles, c'est la fameuse fonte de carbone des pergélisols, hein. Il y a un modèle peut-être qui a fait les scénarios du GIEC qui contient cette, en gros, décomposition accélérée, hein, du carbone qu'on trouve dans les sols gelés, qui est très riche en carbone. Et puis, bizarrement, aucun modèle nous calcule la mortalité des arbres. Ça, c'est un truc fou, hein, c'est que on sait que les arbres ils meurent quand il fait sec. On ne sait pas bien pourquoi et comment, ni quels arbres, mais ça, on le sait. Et pourtant, aucun modèle n'inclut en fait des équations primitives qui nous permettent de comprendre, à partir, par exemple, de l'hydraulique, de la végétation, que quand il fait très sec, les arbres meurent et du coup, ils perdent de leur biomasse. Les modèles, ils réduisent juste les entrées, la photosynthèse. Ça, ils ont compris que quand ils faisaient sec, il fallait réduire la photosynthèse. Mais c'est temporaire, donc ils ont moins de gains une année, puis l'année d'après, ça reprend. En réalité, évidemment, c'est plus embêtant parce que vous avez ben voilà, de la mortalité qui va perdre du carbone. Alors voilà un exemple pour les feux, hein, pour vous dire que c'est quand même du sérieux, là. C'est les feux boréaux en 2021 en Sibérie. Il y avait une grosse vague de chaleur. Et donc, la variabilité normale à 1 ou 2 sigma, on avait une émission en Sibérie, sur toutes les forêts boréales, c'est des feux naturels, autour de 0,2, quoi. Et puis 2021, c'est la grosse vague de chaleur. Et là, bah, vous partez dans quelque chose qui a été du jamais vu, hein. Vous êtes à 5-6 sigma sur les quantités d'émissions de CO2 produites par les feux. Canada, ça recommence, c'est la même chose, hein. En 2023, les feux, d'abord, ils ont démarré au mois de mai, alors qu'en général, c'est plutôt en juin. Et puis ensuite, en cumulé, hein, si vous faites le cumul des émissions, ben, vous êtes à quelque chose qui absolument jamais été observé, quoi. Et c'est pas que les régions boréales, hein. L'Amazonie en 2024, ça, c'est un scoop, hein, c'est pas encore trop regardé, mais on a regardé avec des satellites juste les comptages de feu. Donc, je vous rappelle, hein, ces espèces de pointes rouges là, très secs sur l'Amazonie pendant la saison sèche en mi-2024. Et donc, là, c'est pareil, hein, les années sèches, en général, on a un peu plus de feu, mais c'est pas évident. Mais là, en 2024, on part encore sur je dirais, des nombres de feux qui n'ont pas d'équivalent du tout dans le passé récent. Et ce qui est encore plus problématique, c'est que normalement, les feux en Amazonie, c'est des feux de forêt dégradés. Donc, vous avez des cultures et des prairies avec quelques fragments de forêt, et c'est les fragments qui se font brûler par les gens, quoi. Mais là, en fait, les feux en 2024, ce surplus de feux, c'est vraiment des feux à l'intérieur des forêts. Donc, ils partent des bords des forêts, et puis hop, les forêts sont très sèches. Et donc, ils mangent des forêts naturelles qui, en général, ne brûlent pas parce qu'elles sont humides, hein. En France, ça ne nous épargne pas non plus les feux, hein. Ça, c'est une étude qu'on avait faite sur le 2022. Donc, en général, l'histoire des feux, c'est qu'en France, ça brûle en Provence. Voilà, on entend ça dans l'actualité. En Corse, donc c'est la région bleue qui brûle. Vous avez en bas la surface brûlée. Donc, il y a des années, en Provence, en 2017, les feux étaient mauvais. Et puis, en 2022, je vous rappelle qu'il a fait très chaud et très sec, hein. Et donc, on a eu ces feux massifs en Bretagne, là, dans la forêt de Brocéliande, dans les Landes et tout. La taille des cercles, c'est la taille polygone de feu.
Et donc, une année particulière, survient ce qu'on n'avait jamais vu, c'est-à-dire que la plupart des surfaces brûlées, elles n'étaient pas en Méditerranée, mais elles étaient dans les Landes avec ces feux extrêmes, vraiment, on peut parler de feux extrêmes, mais aussi en Bretagne et dans le Jura. Et ce qui se passe, c'est que, évidemment, la biomasse sur pied qui peut brûler quand il y a un feu en Méditerranée, c'est tout petit, il y a 20 tonnes par hectare, alors que quand vous brûlez une grosse forêt tempérée, vous perdez 100 tonnes par hectare. Et puis en Provence, les chênes lièges, de une façon, ils peuvent repousser, alors qu'évidemment, les forêts de chênes, si ça brûle, ça va pas repousser tout de suite, hein. Donc on a des nouveaux régimes, c'est-à-dire on a un climat jamais vu. Évidemment, les feux, c'est pas juste le climat, hein, il y a des gens qui mettent le feu, il y a une vulnérabilité, il y a les pompiers qui arrivent trop tard, mais en tout cas, on a une susceptibilité de nos forêts tempérées au risque incendie qui est très importante. Il n'y a pas de raison, évidemment, avec les vagues de chaleur récentes, qu'on ne voit pas ce type d'événement extrême dans le futur, quoi. Permafrost, je ne peux pas en parler beaucoup, juste pour dire que c'est quand même important parce que la masse de carbone qui est emprisonnée dans le frigo, là, dans la couche, je dirais, gelée du permafrost, qu'on appelle sous la couche active, qui est dégelée saisonnièrement, c'est tout noir, hein. Donc, c'est des sédiments qui ont été souvent des reliques de l'âge glaciaire, hein, qui ont été formés du temps des mammouths, en fait, avec des phénomènes d'enfouissement, de cryoturbation, enfin, des trucs intéressants en physique des sols. Et donc, ils sont intéressants parce qu'ils sont tout noirs, donc ça veut dire 30-40% au moins de matière organique à l'intérieur. Et puis, il y a des lames de glace, en fait, c'est de la glace. Et si vous datez la glace, si vous regardez, c'est souvent de la glace qui a 20 000 ans, hein. Donc, c'est vraiment des vestiges de l'âge glaciaire et des terres qui ont survécu au réchauffement de l'Océan. Et évidemment, ça fond très vite. Et donc, quand ça fond, sans surprise, les microbes se réveillent, ils mangent le carbone, ils émettent du CO2. Ils peuvent aussi émettre beaucoup de méthane si c'est mouillé. Et on assiste en fait à une dégradation très rapide en fait des pergélisols, à la fois en profondeur active et puis aussi en surface dégelée. Il y a un collègue russe, là, il faisait des mesures, c'est bébête, hein. On prend un bâton, on le plante dans le sol, et puis quand le bâton il s'enfonce à 20 centimètres, on dit, ben voilà, il y a du permafrost à 20 centimètres. Il habite près du détroit de Bering, donc forcément, il fait très froid. Une année plus tard, hop, son bâton, il s'enfonce de 4 mètres. Simplement, c'est un phénomène aussi fortement non linéaire. Vous avez de la glace dans le sol. Si elle ne survit pas au point de fusion, s'il fait plus de 0 degré à 3 mètres dans le sol, toute la glace disparaît. À ce moment-là, toute votre colonne de sol dégèle. Donc, c'est juste pour vous illustrer le fait qu'en fait, on a des processus qui sont très abrupts. Ce n'est pas juste une vague thermique. Un ingénieur calculerait la pénétration de l'onde de chaleur sur 100 ans, ça va dégeler 1 mètre de profondeur en 80 ans. Non, en fait, à cause de la présence de gaz libre dans le sol, on peut avoir une fonte abrupte, une disparition en fait, une libération en quelque sorte du carbone qui se trouve gelé depuis plusieurs milliers d'années. Bon, je passe sur les choses un peu techniques. Les forêts tropicales, c'est pareil. Voilà, je ne vais pas en dire trop là-dessus. Mais on assiste, hein, on peut regarder. Maintenant, on a quand même des données satellitaires qui sont inouïes, hein. Je veux dire, par exemple, j'utilise des données de la constellation américaine Planète. Et pour vous donner une idée, les satellites Planète, c'est 150 imageurs, hein, donc 150 caméras qui prennent des images. J'ai des images du monde entier à 3 mètres de résolution sur le globe tous les jours. Ah. Alors avec ça, évidemment, on peut vraiment regarder des choses. La précision radiométrique spectrale n'est pas excellente, mais imaginez de voir tout le monde. C'est ce que vous voyez dans les journaux sur l'Ukraine et tout, hein, c'est des images à haute résolution et aussi à haute fréquence temporelle. En général, les ingénieurs, quand on lance un satellite pour la recherche, on peut avoir de la haute résolution comme spot, mais on peut faire qu'une image de Brest et puis ensuite, on attend 20 jours pour repasser. Alors que là, avec ces constellations, évidemment, on a à la fois la très haute résolution des images et aussi une revisite qui est très élevée. Voilà. Donc, pour conclure, voilà, ça s'est bien passé jusqu'à présent, au moins depuis 60 ans. L'absorption des émissions produites par les activités humaines, 50% a été résorbée, donc la nature nous a évité 50% de changement climatique. Malheureusement, les modèles qui servent à prédire le futur de cette absorption, évidemment, si l'absorption faiblit, le réchauffement climatique il sera beaucoup plus fort. Ça, je pense que tout le monde a bien compris. Les modèles qui peuvent décrire les processus dangereux, c'est-à-dire les feux extrêmes qui peuvent brûler en une saison 4% de vos forêts, la fonte abrupte des pergélisols, et je ne peux pas faire le catastrophiste là-dedans, hein, c'est avéré, hein. Les mortalités des forêts tempérées qu'on observe en France, hein, doublement de la mortalité en 10 ans, mais aussi en Amazonie et dans d'autres régions. En fait, tous ces processus dangereux qui peuvent conduire à des pertes, donc à une déstabilisation future du cycle du carbone, en fait, ils ne sont pas vraiment pris en compte dans les modèles qu'on utilise. Donc, d'une certaine façon, on calcule les objectifs climatiques, on se donne des trajectoires,
basé sur, d'une certaine façon, les résultats de ces modèles, couplés climat-carbone. Et donc, on dit, voilà, la nature va continuer à absorber tant. Donc, nous, si on veut faire 2 degrés, on a ce bilan carbone à faire. Et puis, on veut faire 2,5 degrés, on fait ça. 1,5 degrés, il faut être encore plus important sur les réductions. Mais en fait, c'est pas que un bouton ou un potentiomètre où voilà, on a un bilan d'émissions, il faut en faire quelque chose, il faut les réduire et arriver à la neutralité carbone. Mais il faut aussi, à mon avis, tenir compte en fait des rétroactions naturelles qui peuvent être, je pense, une forte probabilité qu'elles soient positives, donc elles amplifient le réchauffement, et qui peuvent aussi conduire à un surplus de CO2 qui reste dans l'atmosphère. Voilà, voilà. Ben, je vais m'arrêter là, hein. Si vous avez des questions, volontiers, hein. Oui. Merci beaucoup, Philippe.